Hello and good evening, bonjour et bonsoir. Welcome to the 2022 annual meeting of Atomic Energy of Canada Limited. Bienvenue à l'Assemblée générale annuelle 2022 d'Énergie atomique du Canada Limited. My name is Rhonda Moore. Je m'appelle Rhonda Moore, directrice exécutive pour la science et l'innovation à l'Institut sur la gouvernance. J'ai le plaisir d'être l'animatrice de ce soir. Je m'appelle Rhonda Moore. Je suis la directrice exécutive pour la science et l'innovation à l'Institut sur la gouvernance. J'ai le plaisir d'être votre modératrice ce soir. Earlier this evening, Plus tôt dans la soirée, l'aînée Aimee Bailey, gardienne du savoir des Algonquins de la Première Nation de Pikwakanagan, a effectué une prière d'ouverture pour nous afin de fixer l'intention de la réunion d'aujourd'hui. L'aînée Aimee Bailey a souligné la nécessité de la réconciliation et de la collaboration avec les communautés autochtones du Canada. Alors merci Aimee Bailey pour votre temps et votre prière. Je reconnais que nous sommes tous à l'écoute depuis différents endroits, différents territoires autochtones traditionnels. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir au territoire où vous habitez et le reconnaître. À Ottawa, où je me trouve, nous reconnaissons que la terre sur laquelle nous nous trouvons, les territoires non cédés du peuple algonquin Anishinaabe, ce peuple est le gardien de ce territoire et nous reconnaissons leur présence sur ce territoire. Nous reconnaissons notre respect à tous les Autochtones de toutes les nations au Canada. Nous reconnaissons les gardiens du savoir traditionnel, jeunes ou vieux, et nous honorons leurs courageux leaders, passés, présents et futurs. Comme le veut la coutume de ACL, nous commençons également par une vérification de sécurité. Cette réunion est virtuelle, mais j'encourage tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, à prendre un moment pour reconnaître leurs sorties de secours respectives. Après les présentations, il y aura une période de questions. Si vous n'avez pas encore envoyé de questions, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans l'écran de web diffusion ou envoyer une question par courriel à communication@eacl.ca. Alors, les participants de ce soir, M. Jim Burpee, président du conseil d'administration de ACL, M. Fred DeMarca, président et premier dirigeant de ACL, le Dr. Steve Bushby, directeur principal de la supervision scientifique et de l'intégration des sciences et de la technologie, et M. Alistair MacDonald, vice-président du déclassement et de la gestion des déchets. Je vais maintenant inviter Jim Burpee à monter sur le podium pour sa présentation. M. Burpee s'est joint au conseil d'administration de ACL en juin 2017 et il a été nommé président du conseil en juillet 2019. Il apporte avec lui 4 décennies d'expérience dans le secteur de l'électricité en Ontario. Bonsoir, good evening, Quay. Je m'appelle Jim Burpee. Je préside le conseil d'administration de ACL et je suis ravi de vous accueillir à l'Assemblée publique annuelle de ACL. Je commencerai par reconnaître que nous nous réunissons ce soir sur les territoires traditionnels non cédés du peuple algonquin Anishinaabe et les peuples Haudenosaunee et Wendat. J'offre ma gratitude aux Anishinaabe pour l'utilisation de ce territoire ainsi que tous les groupes autochtones sur les terres desquelles EACL exerce ses activités à travers le Canada. Et j'offre également aux groupes autochtones mes espoirs que nous puissions travailler ensemble en partenariat pour parvenir à la réconciliation et offrir un meilleur avenir pour tous. Je ne suis pas à Ottawa ce soir. J'ai décidé de rester isolé pour des problèmes de COVID, rester isolé chez moi. C'est vrai que la COVID nous touche tous. J'aimerais me concentrer dans mes remarques pour le moment sur EACL et le rôle de son conseil d'administration. EACL est une société fédérale appartenant à la couronne canadienne et comme la couronne, nous travaillons pour atteindre des objectifs de politique publique. Mais nous fonctionnons sans lien de dépendance avec le gouvernement et cette distance permet à notre société d'atteindre ses objectifs grâce à des pratiques commerciales et à l'efficacité du secteur privé. Comme nous le verrons ce soir, cette structure nous permet d'offrir une valeur importante au Canada. Notre conseil est composé de 7 membres, chacun étant nommé par le gouvernement en place et approuvé par le gouverneur en conseil. Ensemble, nous remplissons 4 grands rôles. Nous fournissons une orientation stratégique à la direction de ACL, nous protégeons les ressources de l'entreprise, nous surveillons son rendement et nous rendons compte de ce rendement au Parlement. Et ce soir, nous sommes ici pour vous rendre compte de ce rendement, de cette performance pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars.
Cette période budgétaire a été une année où la pandémie de COVID-19 a continué de peser sur nos opérations et ce fut une année au cours de laquelle notre situation a continué de s'améliorer. EACL et l'équipe des LNC qu'elle supervise ont continué d'évoluer, d'analyser, de s'adapter afin que nous puissions aller de l'avant. Nous avons repris la plupart de nos activités normales et ajusté nos opérations pour nous aligner sur les directives de santé publique. Tout au long de l'événement, notre personnel a prouvé sa résilience et ce soir, je reconnais leur dévouement et leur engagement. Je suis fier de nos réalisations et de nos étapes importantes que nous avons connues et je demanderai au président, premier dirigeant de ACL, Fred DeMarca, de vous donner son point de vue sur notre situation et un aperçu de ce que nous avons prévu. Notre mission comporte 3 éléments. Stimuler l'innovation nucléaire, la rendre possible grâce à nos installations et nettoyer les déchets radioactifs. Nous obtenons de bons résultats dans chacun de ces domaines. Je vais commencer par le nettoyage des déchets radioactifs car notre exercice financier a été marqué par une étape importante. Le 22 octobre 2021, nous avons marqué l'achèvement du monticule de confinement artificiel à Clarington, en Ontario. Ce monticule contient et isole en toute sécurité les déchets de l'ancienne installation de gestion des déchets de Port Granby, qui abritait les déchets de la fabrication de combustible nucléaire de la société Eldorado à Port Hope. Maintenant, Clarington a une terre propre et des plans pour son avenir. Et nous continuons à préparer notre avenir en nettoyant les déchets des premiers jours de la fabrication de combustible à Port Hope, en nettoyant et en mettant hors service nos propres sites également. Depuis nos débuts, il y a 70 ans, l'innovation nucléaire a été notre principale préoccupation. Cette orientation a apporté des avantages réels aux Canadiens et franchement au monde entier. Nous avons conçu et construit des réacteurs qui ont fourni de l'électricité de manière fiable et sûre pendant des décennies, des réacteurs qui ont livré des isotopes médicaux du Canada à 80 pays dans le monde. Nous pouvons considérer que ces réalisations sont très importantes. Elles s'étendent sur 7 décennies. Elles ont apporté une valeur durable. Aujourd'hui, elles continuent de profiter à des millions de personnes grâce à un air pur et une meilleure santé. Et gardez à l'esprit que nous ne faisons que commencer. Aujourd'hui, les plans de EACL sont axés sur le rajeunissement des laboratoires du Chalk River, les installations qui permettent l'innovation nucléaire. Les laboratoires sont déjà le plus grand centre de recherche scientifique du Canada, avec 3300 scientifiques, ingénieurs et autres employés. Notre plan consiste à remettre les laboratoires à l'avant-garde de la science nucléaire. Et le tout nouveau centre de collaboration scientifique des LNC, qui deviendra l'espace central de planification et de collaboration pour les programmes scientifiques et technologiques des laboratoires. Ce centre donc est presque terminé. Il s'agit d'un élément marquant de l'horizon de Chalk River, qui promet d'être le centre de l'innovation scientifique, de la collaboration et du changement de culture. J'attends avec impatience son inauguration l'année prochaine. Nous travaillons également avec diligence à la livraison du nouveau centre de recherche sur les matériaux nucléaires avancés à Chalk River, qui deviendra le cœur de la recherche et du développement des laboratoires, dont nous entendrons parler plus tard ce soir. Nous faisons donc de bons progrès dans l'exécution de notre mandat. Nous rendons notre avenir nucléaire possible, nous nettoyons nos déchets et nous nous concentrons sur l'innovation nucléaire. Au cours de l'exercice, nous avons entrepris l'élaboration d'un nouveau plan stratégique à long terme pour EACL et de l'aligner sur le contexte actuel, les priorités du gouvernement, les réalités du marché et nos capacités. Le plan lui-même est un travail difficile car notre environnement opérationnel évolue d'une manière que peu d'entre nous auraient pu prévoir à la même époque l'an dernier. À l'époque, nous pouvions nous concentrer sur le principal objectif climatique du gouvernement, c'est-à-dire l'atteinte d'émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici 2035 pour le réseau électrique du Canada et l'atteinte de la carboneutralité pour l'ensemble de l'économie d'ici 2050. Ce sont des objectifs ambitieux. EACL a entrepris de définir une voie à suivre. Comme vous l'avez entendu plus d'une fois, il n'y a pas de chemin vers la carboneutralité sans énergie nucléaire. Elle fournit l'électricité en toute sécurité de manière fiable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'Ontario est devenu le cas de référence pour comprendre comment l'énergie nucléaire peut remplacer les centrales au charbon. Notre cheminement s'est concentré sur les petits réacteurs modulaires en raison de la probabilité qu'ils puissent étendre la production d'électricité. Mais la guerre en Ukraine est arrivée, elle a mis en évidence la question de la sécurité internationale, de la sécurité énergétique, sécurité des chaînes d'approvisionnement. Et
Depuis leur mise en service, les réacteurs nucléaires canadiens, depuis 50 ans, ont prouvé qu'ils pouvaient fournir une énergie propre, de manière fiable, sûre et abordable, et en grande partie uniquement au Canada. À l'avenir, nous aurons besoin de ces réacteurs, plus de réacteurs. Le nouveau plan stratégique de EACL aidera à définir notre rôle à l'avenir. Il montrera à EACL ce que nous devons faire pour aider le Canada à poursuivre sa voie nucléaire vers notre avenir d'énergie propre. Maintenant, nos détracteurs préfèrent soutenir que nos déchets radioactifs font obstacle à cette promesse d'énergie propre. Mais vous entendrez ce soir que notre travail de nettoyage, de stockage et d'élimination des déchets radioactifs progresse très bien. Et EACL peut maintenant se concentrer sur la définition de la voie à suivre pour les décennies à venir. J'ai fait de ce plan ma priorité et mes collègues du conseil d'administration et moi-même avons hâte de travailler au cours des prochains mois. Je suis convaincu que notre plan propulsera vers le Canada à l'avant-garde mondiale de la science et de la technologie nucléaire. Et au nom de mes collègues du conseil d'administration, nous nous réjouissons de poursuivre notre rôle consistant à fournir notre orientation stratégique et à protéger les ressources de l'entreprise et à surveiller le rendement et à vous rendre des comptes. De la façon dont nous le voyons, nous avons un avenir brillant et les bonnes personnes, la bonne équipe de gestion. Alors permettez-moi de me concentrer sur cette équipe de gestion et sur le rôle qu'elle joue dans l'exécution de notre mandat. Notre équipe est dirigée par Fred DeMarca. Elle s'assure que nous offrons de la valeur aux Canadiens en gérant les laboratoires nucléaires canadiens. Les LNC, qui est une entreprise du secteur privé que nous avons créée pour gérer nos sites. Nous restons propriétaires de ces sites et nous assumons la responsabilité de leur passif, mais la gestion quotidienne de ces sites incombe aux LNC depuis septembre 2015. Par le biais de la gestion du contrat, nous définissons l'orientation des LNC, nous supervisons le contrat, surveillons la performance. De mon point de vue, le président du Conseil, je vois cela comme une validation des idées qui ont conduit à la création de cette entreprise il y a 70 ans. Nous avons démarré comme une entreprise publique dotée de pratiques commerciales et aujourd'hui, sous une gestion solide du secteur privé, nos actifs sont performants et efficaces et notre passif est régulièrement réduit. En fin de compte, nous produisons efficacement des résultats pour le gouvernement du Canada et les personnes qu'il sert. Je peux dire avec confiance que l'année de notre 70e anniversaire a été une année de grand succès. Je crois fermement que ACL, de concert avec ses partenaires, dont les LNC, jouera un rôle important dans la création d'un avenir durable pour le Canada. Notre avenir reposera de plus en plus sur la science et la technologie nucléaire et pas seulement sur la promesse d'une énergie propre. Nos laboratoires contribuent quotidiennement à l'avancement des connaissances et des idées qui donnent des résultats, une meilleure santé, un environnement plus propre et un Canada à la fois plus sûr et plus sécurisé. Merci, Monsieur Burpee. Je vais maintenant demander à Fred DeMarca, premier dirigeant et président de EACL, de monter sur le podium. Avant de se joindre à EACL, Fred était président et chef de la direction du groupe des propriétaires de CANDU, où il a dirigé l'organisme sans but lucratif pour faire progresser la collaboration entre les exploitants de réacteurs nucléaires CANDU. Au total, M. DeMarca travaille dans l'industrie nucléaire canadienne depuis près de 40 ans. Merci pour cette gentille présentation, Rhonda, et merci, Jim, pour cet aperçu de notre travail. Je voudrais également vous remercier, Jim, pour avoir fait l'effort, même si vous êtes malade, de vous adresser à nous. Et j'espère que vous vous remettrez très bientôt. Miigwech, bonsoir, good evening. Jim a déjà mentionné que notre travail se déroule sur des terres utilisées par les Autochtones depuis des temps immémoriaux. Il est important que nous le reconnaissions, mais nous devons également reconnaître qu'il y a beaucoup plus que nous pouvons et devons faire pour parvenir à la réconciliation. J'ai appris à connaître ce défi depuis que j'ai pris la présidence de ACL il y a près de 2 ans. Et je vous dirais que rien dans ma carrière ne m'y avait préparé. Comme de nombreux Canadiens, j'ai été profondément attristé par la découverte de corps sur le terrain de l'ancien pensionnat de Kamloops. J'étais également très surpris car ni mon éducation ni ma carrière ne m'avaient révélé quoi que ce soit sur cet aspect douloureux de l'histoire du Canada. Maintenant que je commence à voir et à comprendre, j'apprécie les connaissances et les perspectives que nous acquérons quotidiennement grâce aux interactions de ACL avec les groupes autochtones. Aujourd'hui, je veux répéter officiellement 4 engagements que mon équipe et moi-même avons pris pour aller de l'avant. Premièrement, nous nous engageons à écouter, à comprendre, à améliorer
nous améliorer et surtout à prendre des mesures significatives pour faire progresser la réconciliation avec les communautés autochtones sur les territoires desquels nous travaillons. Deuxièmement, pour pouvoir prendre ces actions significatives, nous devons apprendre. Mon équipe et moi-même continuerons à nous informer sur l'histoire, la culture, les traditions et la vision du monde des Autochtones. Nous le ferons par le biais d'un dialogue plus fréquent, plus soutenu avec les communautés autochtones. Troisièmement, nous intégrerons les connaissances et les valeurs autochtones dans nos politiques, procédures, pratiques et projets organisationnels. Et quatrièmement, nous donnerons aux communautés autochtones les moyens de participer à nos projets. Nous voulons qu'elles sentent qu'elles participent à notre succès. J'ai pris ces 4 engagements en juin. À l'époque, nous soutenions les LNC dans le cadre des procédures réglementaires visant à obtenir un permis pour l'installation de gestion des déchets près de la surface, ou IGDPS, proposé pour Chalk River. Et je le mentionne dans le contexte de cette installation, mais notre travail ne se limite pas à ce seul projet. Partout où nous travaillons, nous sommes déterminés à aller jusqu'à la réconciliation. Partout où nous travaillons, nous visons une meilleure compréhension, des relations plus fortes, des accords durables et des partenariats. Nous devons nous rassembler pour une force et un bénéfice mutuel. Il n'y a pas d'autre voie. Alors que ACL va de l'avant avec ses 4 engagements, jetons un coup d'œil au progrès que nous réalisons dans l'exécution du mandat que nous a confié le gouvernement du Canada. Comme Jim l'a dit, le mandat comporte 3 éléments. Dans sa forme la plus simple, stimuler l'innovation, la rendre possible et éliminer les déchets radioactifs du Canada. Pour nous, la gestion des déchets et le déclassement constituent la majeure partie de notre travail. Sur les 1,2 milliard de dollars que le Parlement a affectés à EACL cet exercice, la gestion des déchets et le déclassement représentent 74%. Il s'agit d'un investissement important pour nettoyer nos sites, les restaurer et faire place à de nouvelles installations et infrastructures. Au cours du dernier exercice, nous avons réalisé de bons progrès pour nettoyer nos déchets hérités de 80 années de science et de recherche nucléaire. Notre travail au fil de ces années a entraîné une meilleure santé pour les Canadiens et des millions de personnes partout dans le monde. Il a mené à une énergie propre compensant des milliers de mégatonnes de CO2. Et il a permis d'avoir une sûreté, une sécurité et des mesures de protection nucléaire plus robustes pour le Canada et pour l'ensemble de la communauté internationale. Nous avons de quoi être fiers, en effet. Cela a toutefois aussi entraîné la production de déchets radioactifs et dangereux. Nous les avons conservés temporairement dans des zones exclusives de gestion de déchets et les avons attentivement surveillés au cours des années afin de nous assurer que leurs répercussions sur les gens et l'environnement étaient relativement inoffensives. Et aujourd'hui, nous prenons des mesures qui mèneront à leur élimination permanente afin de veiller à ce que ces répercussions demeurent inoffensives pour les générations à venir. Merci, M. DeMarca. Examinons maintenant les projets de gestion des déchets et de déclassement de ACL, les laboratoires de Chalk River, le laboratoire de Whiteshell et les réacteurs prototypes de Rolfton, Douglas Point et Gentilly. Je vais demander à Alistair MacDonald, vice-président du déclassement et de la gestion des déchets, de nous présenter ses travaux. Merci, Rhonda. Commençons par Chalk River, où nous avons atteint le point où la transition du stockage des déchets à leur élimination doit avoir lieu bientôt.
Nous détenons des déchets de haute activité qui comprennent des matières combustibles usagées contenant de l'uranium enrichi aux États-Unis. Nous l'avons utilisé pour alimenter nos réacteurs de recherche et pour produire du molybdène 99 afin de diagnostiquer et de traiter le cancer de centaines de millions de patients dans le monde. Nous n'avons plus besoin de ce combustible enrichi. Nous avons collaboré avec le ministère de l'Énergie des États-Unis pour le retourner aux États-Unis. Cela a permis de réduire nos risques et nos responsabilités, notre passif et d'améliorer la sécurité nucléaire. Nos déchets de haute activité comprennent également des matières combustibles usagées sous diverses formes, issues d'années de recherche et d'exploitation. Après avoir préparé la matière combustible en vue de son élimination, nous prévoyons de placer ce combustible dans un site en cours de développement par la Société de gestion des déchets nucléaires, la SGDN. Ce transfert n'aura pas lieu avant de nombreuses années car le site de stockage permanent ne sera pas ouvert avant 2040 au plus tôt. D'ici là, nous travaillons à consolider notre inventaire de combustible usé à Chalk River, ce qui signifie que nous devons transférer à Chalk River le combustible qui est aujourd'hui stocké au laboratoire de White Shell et à Gentilly 1. La consolidation du combustible usagé augmentera la sécurité et la sûreté et nous permettra d'aller de l'avant avec le nettoyage de ces sites. Examinons maintenant nos déchets de moyenne activité provenant de nos réacteurs de recherche et réacteurs prototypes. Nous allons regrouper les déchets de moyenne activité de tous nos sites à Chalk River. Nous prévoyons de construire des installations de stockage en surface et d'y conserver les déchets. À l'heure actuelle, la stratégie intégrée du Canada en matière de déchets radioactifs est en cours d'élaboration. La SGDN, l'organisation qui dirige ce travail, vient de publier une ébauche de recommandations qui sont ouvertes aux commentaires du public jusqu'au 24 novembre. Cette ébauche comprend une recommandation selon laquelle les déchets de moyenne activité devraient être évacués dans un seul dépôt en couche géologique profonde. Si cette recommandation est maintenue, nous y éliminerons nos déchets de moyenne activité. Ensemble, les déchets de haute activité et de moyenne activité représentent plus d'1,5% des déchets radioactifs du Canada. Les 98,5% restants sont des déchets de faible activité, principalement des sols contaminés et des débris de bâtiments obsolètes. Le Canada prévoit d'isoler et de contenir ces déchets de façon sûre et permanente près de la surface. Pour EACL, cela signifie 3 monticules de confinement, à Chalk River, Port Granby et Port Hope. Je commencerai par le projet proposé pour Chalk River, l'installation de gestion des déchets près de la surface, ou IGDPS. Ce monticule de confinement artificiel stockera des déchets de faible activité issus de 8 décennies de recherche et de développement nucléaire. L'installation ne contiendra pas de déchets de haute ou moyenne activité. Le monticule de Chalk River restera ouvert jusqu'en 2070 ou au-delà. Cela s'explique par le fait que les travaux de recherche et de développement à Chalk River se poursuivront pendant des décennies. La proposition des LNC concernant la construction d'une installation de stockage des déchets nucléaires est maintenant soumise à l'examen de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Et je m'attends à des développements dans ce processus d'autorisation au cours de l'hiver et du printemps 2023. La construction et l'exploitation de l'installation nous permettront de poursuivre le déclassement de nombreux bâtiments anciens et inutilisés. 114 ont été démolis depuis 2015. Et nous pourrons aussi traiter les sites contaminés que nous avons, en réduisant ainsi le risque pour l'environnement. En notre nom, les LNC préparent un plan général de déclassement et de nettoyage qui décrit l'approche proposée pour le nettoyage de Chalk River, en accord avec la mission en cours sur le site. Il s'agit de l'une des méthodes utilisées pour informer, éduquer et discuter de nos plans avec les parties prenantes et les Premières Nations et pour recueillir leurs commentaires. Des séances publiques sont organisées en novembre avant la soumission à la CCSN. Le plan est itératif et il continuera d'évoluer au fil des années à mesure que la communication et les engagements se poursuivront avec les communautés locales et autochtones. Nous avons également des déchets historiques dont EACL a accepté la responsabilité en 2015. Ces déchets représenteront 62% des déchets de faible activité du Canada. Ils résultent de l'extraction de radium et d'uranium au Grand Lac de l'Ours dans les territoires du Nord-Ouest et de leur transport vers une raffinerie située à Port Hope en Ontario, juste à l'est de Toronto. La raffinerie de Port Hope stockait certains de ces déchets à proximité, à Port Granby. Aujourd'hui, notre projet de nettoyage des rives du lac de Port Granby en est à sa phase finale. Tout le sol contaminé a été déplacé dans un monticule de confinement artificiel et le monticule a été recouvert.
Le monticule contient environ 810 000 mètres cubes de terre contaminée et de déchets industriels. Le ACL a l'intention de rendre le terrain et de travailler à la création d'une réserve naturelle sur les rives du magnifique lac Ontario. Et le troisième monticule à Port Hope est en cours de remplissage. Il reçoit des déchets provenant de plusieurs sites de la municipalité, y compris d'un nombre important de propriétés domestiques de la ville, de propriétés résidentielles. Il s'agit d'un projet difficile et nous en avons beaucoup appris des travaux des dernières années et nous chercherons à minimiser les perturbations pour les résidents. Lorsque nous aurons coiffé et couvert le monticule vers 2030, il contiendra 1,3 million de mètres cubes de déchets. Au total, nous assumons la responsabilité de plus de 90% des déchets de faible activité éventuels du Canada. Avec tous nos déchets destinés au stockage et à l'élimination, je voudrais parler de nos plans pour déclasser nos sites et les préparer pour l'avenir. Les laboratoires de White Shell à Pinawa, au Manitoba, sont notre deuxième site en importance. C'est une version plus petite de Chalk River, avec son propre réacteur, ses bâtiments et une zone de gestion des déchets. Les travaux de déclassement sont en cours depuis la fermeture des laboratoires, il y a plus de 20 ans, et maintenant nous approchons de l'élimination du réacteur WR1. Nous prévoyons de couler ce réacteur souterrain en place, le scellant efficacement dans du béton et le protégeant des personnes et de l'environnement. Cela nous permettrait de fermer White Shell vers 2027, soit environ 30 ans plus tôt que ce que nous avions prévu au départ. D'autres projets sont en cours pour traiter les matériaux qui se trouvent actuellement dans la zone de gestion des déchets à White Shell. À Rolphton, en Ontario, nous prévoyons de déclasser le réacteur de démonstration de l'énergie nucléaire en utilisant la même approche qu'à White Shell. Tant à Rolphton qu'à Pinawa, les LNC continuent de travailler avec les collectivités locales, les Premières Nations et d'autres parties prenantes pour s'assurer que nos travaux de déclassement tiennent compte de leurs intérêts et de leurs préoccupations. Maintenant, j'aimerais parler de la voie de transport du Nord. Il s'agit de la voie que j'ai mentionnée entre la mine du lac du Grand Ours et la raffinerie de Port Hope. L'année dernière, notre entrepreneur, les LNC, ont terminé la première phase de notre nettoyage à Fort Smith, dans les territoires du Nord-Ouest, et à Fort Fitzgerald, en Alberta. Les travaux ont été retardés par la pandémie, mais cette étape est maintenant terminée. Nous travaillons avec les communautés autochtones et locales sur les plans de nettoyage des sites le long du tracé. Nous nous préparons également à assainir les sites situés plus au nord dans la région de Satu. En résumé, le dernier exercice financier a certainement été une période très chargée pour notre équipe de déclassement et de gestion des déchets, ainsi que pour nos collègues des LNC. Permettez-moi de vous dire que je m'attends à ce que l'année en cours soit encore plus chargée. Merci. Merci, Monsieur MacDonald, pour cet aperçu très complet. Je vais inviter maintenant Fred Demarquard à revenir sur le podium pour nous faire part de ses réflexions sur les progrès réalisés par EACL en ce qui concerne l'aspect des gestions des déchets de son mandat. Merci, Rhonda. Je vais prendre un moment pour mettre nos progrès en perspective. Ces 3 monticules de confinement artificiel qu'Alester a décrits contiendront, en fin de compte, 91% des déchets radioactifs de faible activité du Canada. Donc, lorsque nous aurons terminé, nous aurons nettoyé et éliminé au moins 95% des déchets de faible activité du Canada. Et cela devrait être quelque chose à célébrer. Permettez-moi également de dire que nous devrions accorder une attention particulière à un rapport reçu la semaine dernière à peine d'une direction du bureau de la vérificatrice générale. Le commissaire à l'environnement et au développement durable a examiné la façon dont EACL gère les déchets de faible et moyenne activité. Le commissaire nous a signalé 2 points: la qualité de notre base de données sur les déchets et nos communications publiques sur les déchets. Tout d'abord, notre base de données sur les déchets. Nous l'utilisons depuis 2018 et avons appris qu'elle comportait quelques erreurs. Les données tirées des enregistrements sources sur papier n'étaient pas toujours saisies correctement dans la base de données informatisée. Bien que ces erreurs soient mineures et non matérielles, nous avons apprécié qu'elles soient portées à notre attention. C'est l'avantage des audits externes indépendants. En réponse, nous avons pris des mesures pour garantir que la base de données est exacte à 100% et pour réduire les erreurs futures.
Quant à nos communications publiques, nous ajoutons à notre site web des informations sur nos inventaires de déchets radioactifs et leurs voies d'évacuation. La conclusion générale du rapport de vérification du commissaire est que EACL, Ressources naturelles Canada et la Commission canadienne de sûreté nucléaire font un bon travail de gestion des déchets de faible et moyenne activité et que nous le faisons conformément aux normes nationales et internationales. Au nom de ACL et des LNC, notre entrepreneur, je dois dire que nous nous réjouissons de la reconnaissance positive de nos efforts par le commissaire et que nous nous engageons à respecter notre plan d'action en matière de gestion. Le rapport de la commissaire témoigne du fait que le Canada sait comment gérer les déchets issus de ses activités nucléaires et appuie davantage l'utilisation continue de la technologie nucléaire pour relever les défis en matière d'énergie, de santé, d'environnement et de sûreté et sécurité. Permettez-moi de prendre un moment pour discuter de ces défis nucléaires. Pendant plus de 7 décennies, les chercheurs et les scientifiques de ACL ont mis à profit leur vaste expertise pour poursuivre l'innovation et offrir des avantages aux Canadiens. Grâce à leur travail, l'Ontario a retiré les centrales au charbon de son approvisionnement en électricité. Le nucléaire est devenu la principale source d'approvisionnement en électricité de base en Ontario et un élément clé de l'approvisionnement au Nouveau-Brunswick. La production de base est la base de l'approvisionnement électrique, complétée par la production renouvelable. Mais lorsque le vent ne souffle pas et que le soleil ne brille pas, la production de base, comme l'hydroélectricité et le nucléaire, permet de maintenir l'approvisionnement en électricité. C'est le type de sécurité énergétique dont de nombreux pays se sont rendus compte qu'ils ont désormais besoin. Je suis fier de dire que le travail de ACL avec l'Ontario a donné l'exemple pour le défi de carboneutralité d'aujourd'hui. Nous voyons clairement comment l'énergie nucléaire peut contribuer aux objectifs climatiques mondiaux. De plus, les avantages vont au-delà de la production d'électricité. Au fil des ans, les innovations de ACL dans le domaine des isotopes médicaux ont mené à la distribution mondiale de quelques 800 millions de tests de dépistage du cancer et de 200 millions de traitements contre le cancer. Et la conception unique des réacteurs Candu de ACL signifie qu'ils sont les seuls réacteurs de puissance au monde capables de produire facilement des isotopes médicaux. Depuis leur création, les réacteurs Candu ont été parmi les plus grands fournisseurs de cobalt-60, utilisés pour les traitements contre le cancer et d'autres applications. Aujourd'hui, Bruce Power et OPG innovent en élargissant la production d'isotopes dans leurs réacteurs Candu pour produire d'autres isotopes qui sauvent des vies, comme le lutetium-177, le molybdène 99 et l'ytterbium 90. Aussi fiers que nous soyons de cette décennie de progrès, nous nous réjouissons aujourd'hui de nos prochains défis. Et à mesure que nous avançons, nous nous engageons à renforcer les partenariats avec le monde universitaire et les experts de l'industrie. Notre principal atout ce sont les laboratoires de Chalk River, un complexe de 80 hectares comprenant 17 installations nucléaires. Il s'agit déjà d'une destination de recherche attrayante pour les experts du Canada et du monde entier. Et les investissements de ACL dans les laboratoires, soutenus par 1,2 milliard de dollars du gouvernement du Canada, rajeunissent nos infrastructures scientifiques et nos sites. Somme toute, c'est une période très excitante. Merci, M. DeMarker. Comme vous et M. Durpee l'avez noté, le mandat de ACL comprend également le défi de stimuler et de permettre l'innovation nucléaire. Je vais demander à Stephen Bushby, directeur principal de la Direction de la supervision commerciale et intégration des sciences et technologies, de faire rapport sur les progrès de ACL concernant cet aspect de son mandat.
Merci, Rhonda. C'est une période très excitante pour notre industrie. Comme Fred l'a mentionné, la technologie nucléaire est très prometteuse pour relever certains des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, comme le changement climatique et l'amélioration de la santé humaine. Mais la clé du développement de nouvelles technologies, et en fait du maintien des technologies dont nous jouissons déjà, est une solide fondation de recherche et développement. Et le Canada possède cette base grâce à EACL et aux capacités de R&D des laboratoires nucléaires canadiens. L'expertise des LNC est vaste et les travaux novateurs en cours soutiennent les efforts des secteurs publics et privés. Par exemple, en vertu du programme nucléaire du gouvernement fédéral, le EACL travaille quotidiennement avec 14 ministères et organismes fédéraux pour les aider à fournir des services aux Canadiens. Santé Canada, par exemple, s'attache à comprendre les effets des très faibles doses de rayonnement sur les tissus humains. C'est le type d'exposition que reçoivent aujourd'hui les pilotes de ligne et à l'avenir les astronautes et les travailleurs d'espace en mission de longue durée. Les LNC contribuent à cette compréhension grâce à des expériences menées dans une installation spécialisée en recherche biologique à Chalk River, l'une des rares au monde. La recherche d'Environnement Canada comprend des questions sur le comportement des radionucléides dans une variété de milieux. C'est une question qui est au cœur des projets de stockage à long terme des déchets radioactifs. Les connaissances approfondies des LNC sur les sites de Chalk River et de White Shell, combinées aux installations expérimentales et aux modèles prédictifs élaborés au fil des décennies, sont essentielles à la réalisation des objectifs d'Environnement Canada. Dans un autre exemple encore, l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC, utilise notre technologie dans une variété d'examens qui pourraient un jour aider à interdire, empêcher l'importation d'opioïdes au Canada. En bref, nous, en vertu de ce programme, nous fournissons au gouvernement des services qui contribuent à offrir une énergie propre, un meilleur environnement, une meilleure santé et une meilleure sécurité publique. Je suis heureux de constater que nous livrons environ 90% de nos projets de recherche dans les délais prévus. Compte tenu de l'effet que la pandémie a eu sur nos opérations et celles des laboratoires nucléaires canadiens, je suis fier de la façon dont nous respectons nos engagements. Bien entendu, la portée d'expertise en R&D des LNC dépasse largement nos frontières nationales. Les scientifiques et les ingénieurs des LNC participent activement aux programmes de recherche multilatéraux en cours, à l'Agence internationale de l'énergie atomique, à l'Agence pour l'énergie nucléaire et au Forum international Génération 4. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une hyperbole de dire que, comme ceux qui ont fait carrière dans les laboratoires avant nous, le Canada pèse de tout son poids dans ces forums internationaux. En bref, EACL occupe toujours une position de leader dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire et nous avons l'intention d'y rester, bien au-delà du XXIe siècle. Au-delà de notre objectif premier qui est d'appuyer le gouvernement du Canada, nous offrons également une expertise durable dont peut profiter l'industrie nucléaire au Canada et à l'étranger. Sur ce plan, l'année dernière a été remarquablement réussie. Nous nous étions fixés comme objectif de proposer et de développer au moins 3 accords de collaboration avec d'autres organisations. Notre objectif élargi était d'atteindre 5 accords. Non seulement nous l'avons atteint, mais nous l'avons largement dépassé. L'année dernière, EACL et les LNC ont signé ensemble 11 accords avec des ministères et organismes fédéraux. Et les collaborations rendues possibles par ces accords produisent des résultats concrets. Par exemple, grâce à un accord avec le ministère de la Défense nationale, les LNC ont établi qu'un petit réacteur modulaire pourrait non seulement répondre aux besoins en électricité d'une base militaire, mais aussi remplacer le carburant diesel qu'elle utilise pour le chauffage. Fournir de l'électricité et du chauffage à une base qui emploie 7000 personnes est le bon augure pour le déploiement du PRM dans les communautés éloignées du réseau électrique et dans les petites communautés qui cherchent à remplacer la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Les possibilités de soutien supplémentaires à l'industrie sont énormes. Permettez-moi de vous donner 2 exemples. Le premier concerne la médecine nucléaire où, comme Fred l'a mentionné, EACL et l'industrie nucléaire canadienne ont un long palmarès de réussite. Aujourd'hui, nous sommes au seuil d'une nouvelle ère. Les LNC font progresser une technique appelée thérapie ciblée par radionucléides, qui, comme son nom l'indique, cible les cellules cancéreuses tout en minimisant les dommages aux cellules saines voisines. C'est comme si l'on comparait une lampe de poche et un rayon laser. Aujourd'hui, une autre approche de lampe de poche signifie que les rayonnements frappent les cellules cancéreuses et leurs voisines saines. Demain, grâce à l'alpha-thérapie ciblée, nous pourrons frapper les cellules cancéreuses avec une précision digne d'un laser. C'est un domaine en plein essor dans la lutte contre le cancer et les radiothérapies ciblées sont très prometteuses.
Plus de 100 essais cliniques sont en cours pour examiner l'efficacité des thérapies alpha contre toute une série de cancers différentes. Et EACL et les LNC sont à l'avant-garde pour y parvenir. Voici un autre exemple. La cybersécurité est devenue un mantra pour les entreprises modernes. Il est essentiel que ces techniques de protection ne soient pas uniquement associées aux logiciels, mais qu'elles protègent également les infrastructures critiques comme les barrages hydroélectriques et les centrales nucléaires. Nous avons donc chargé les LNC de développer la cybersécurité pour protéger les biens nationaux importants. Notre nouveau laboratoire à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, ne servira pas seulement l'intérêt national du Canada. De plus, en pénétrant un marchand mondial évalué à des milliards de dollars, il a le potentiel de générer des revenus commerciaux qui renforceront davantage ses capacités de protection. La perspective de revenus commerciaux et la certitude des exigences et du soutien du gouvernement motivent notre travail de revitalisation des laboratoires Chalk River. Nos investissements en capital ciblés et stratégiques feront croître les capacités et l'expertise unique du laboratoire et lui permettront de s'adapter aux opportunités. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Bushby, pour ce rapport. Vous avez mentionné un solide programme d'investissement en capital. Je vais demander à Monsieur Demarcar de revenir sur le podium pour nous donner une mise à jour. Merci, Rhonda. Et je dirais simplement à notre auditoire que si vous n'avez pas visité Chalk River récemment, je pense que vous serez surpris de voir à quel point nous avons fait progresser nos travaux. Entre autres choses, les LNC ont terminé l'année dernière la construction d'une installation d'entretien et construit rapidement un nouveau centre de collaboration scientifique. Cet édifice de 6 étages réunira les équipes de recherche des LNC et les chercheurs de l'industrie et d'autres organisations et contribuera à favoriser une culture d'innovation scientifique sur le site. Nous sommes impatients d'ouvrir le Science Collaboration Center l'année prochaine. Les LNC ont également fait avancer leur projet de construction du centre de recherche avancé sur les matériaux nucléaires. Il s'agit peut-être de l'investissement le plus important sur le site. Celui-ci rassemblera en un seul lieu plusieurs installations qui sont aujourd'hui réparties sur plusieurs bâtiments. En tant que centre de recherche moderne et blindé, il soutiendra de nouvelles avancées dans la science et la technologie nucléaire. Il contribuera à la recherche et au développement du PMR. Et il permettra également de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires et d'assurer la fiabilité à long terme des réacteurs déployés dans le monde entier. Je suis particulièrement heureux de constater que l'équipe de construction a donné le premier coup de pioche pour ce centre il y a seulement 2 mois. Au fur et à mesure de l'achèvement de ces nouvelles installations, nous les mettrons en service pour permettre au Canada de réussir à atteindre son objectif en matière de climat propre, soit des émissions nettes de gaz à effet de serre. Nul. Les LNC travaillent également avec Ultrasafe Nuclear Corporation à la recherche sur la fabrication de combustible pour son micro-réacteur et a mis en place un laboratoire à Chalk River pour soutenir l'analyse du combustible de USNC. Les laboratoires ont réalisé une percée l'an dernier en fabriquant ce combustible au Canada pour la première fois. Et nous sommes impatients de voir Global First Power obtenir une licence pour construire le premier micro-SMR de démonstration au Canada. Le monde nous regarde et nous réussissons. En résumant tous ces progrès, il est facile de comprendre pourquoi nous, chez EACL, sommes si enthousiastes face à l'avenir. Les laboratoires nucléaires nationaux constituent un atout national important pour le Canada et sa population. Et les laboratoires se préparent à jouer un rôle central en répondant à la question que Jim a soulevée plus tôt. Que doivent faire les laboratoires nationaux pour aider le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050? Avec qui devons-nous travailler? Comment allons-nous nous préparer? Faisons le calcul. Aujourd'hui, notre capacité totale de production d'électricité au Canada est d'environ 145 gigawatts. D'ici le milieu du siècle, la décarbonisation et l'électrification pourraient exiger que la capacité totale double ou même triple. Nous devons remplacer le charbon, le pétrole et le gaz par des sources d'énergie qui évitent les émissions de gaz à effet de serre. Cette capacité comprendra toutes les technologies propres. Le vent jouera un rôle central
soutenu par la production de base de l'hydroélectricité et du nucléaire et peut être accompagné d'une production de base fossile avec capture du carbone. D'après la modélisation effectuée pour EACL cette année, nous prévoyons que la capacité nucléaire du Canada, d'environ 13 gigawatts aujourd'hui, pourrait passer à 60 gigawatts ou plus d'ici 2050. Pour relever ce défi, nous voyons 3 voies à suivre. La remise à neuf des CANDU pour maintenir les 13 gigawatts actuels, plus les SMR, technologies de l'avenir, plus les grands réacteurs, y compris les CANDU, pour fournir une nouvelle capacité d'environ 50 gigawatts. Pour mettre les choses en perspective, 50 gigawatts correspondent à environ 160 SMR produisant chacun 300 mégawatts ou à environ 10 grands réacteurs produisant chacun 750 mégawatts. Et il ne s'agit là que du Canada. Le reste du monde sera en concurrence pour les mêmes ressources, le combustible nucléaire, les composants de qualité nucléaire et les compétences nucléaires. Nous ne devons pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Réacteurs petits ou grands, nous avons besoin de tous ces réacteurs. Nous devons donc élaborer des stratégies et des alliances pour garantir un approvisionnement rentable et fiable en combustible, en composants et en compétences. Nous les trouverons ici au Canada et auprès d'alliés fiables sur le marché international. En tant que conseiller nucléaire de confiance du gouvernement du Canada, EACL comprend qu'elle a un rôle important à jouer dans l'atteinte de ses objectifs en matière de climat propre. Nous avons déjà réussi en nous concentrant sur l'excellente technologie CANDU et en nous dotant des ressources nécessaires pour réussir. À l'avenir, nous collaborerons et établirons de nouveaux réseaux tant au Canada qu'à l'étranger, avec de nouvelles technologies. De plus en plus, l'application de la science et de la technologie nucléaire transcende les limites. Nous avons de nombreux amis et nous tirerons profit de ces relations et ils en feront de même. Nous ferons tout cela en partenariat avec les collectivités autochtones. And that brings me to my final Et cela m'amène à ma dernière réflexion. À l'approche de nos défis, reconnaissons que le Canada est très bien préparé pour tirer parti de la technologie actuelle et future. Et EACL va de l'avant de façon constante pour stimuler l'innovation nucléaire, la rendre possible, nettoyer les déchets et établir des relations mutuellement bénéfiques avec les Autochtones afin de parvenir à la réconciliation. Merci, Miigwech. Merci à vous tous pour ces présentations ce soir. Alors habituellement, à ce stade, nous recevons des messages des différents maires de nos communautés d'accueil. Mais compte tenu des prochaines élections en Ontario et au Manitoba, nous avons décidé de renoncer à toute présentation des maires pendant leurs campagnes électorales. Nous accueillerons ces maires l'année prochaine. Maintenant, nous accueillons notre invité, Sue Dion, maire de Deep River, dont la réélection n'est pas contestée. La mairesse Dion vient de Deep River, la communauté haute des laboratoires de Chalk River. Monsieur Demarcar, Monsieur Burpee et chers membres du conseil d'administration, merci de votre aimable invitation à prendre la parole ce soir. J'aimerais féliciter EACL et les LNC pour leurs récentes activités de sensibilisation. La ville de Deep River a attendu un stand à la journée porte ouverte du 60e anniversaire des LNC en juillet. C'est formidable de voir le travail accompli pour déclasser en toute sécurité le site où l'énergie nucléaire est entrée pour la première fois dans le réseau électrique du Canada. J'ai également eu le plaisir d'y voir John Hilborn, chercheur de longue date de ACL, innovateur du premier SMR, le réacteur Slowpoke, et récipiendaire de l'Ordre du Canada. Fait remarquable, M. Hilborn était également présent à NPD lorsque le tout premier réacteur est devenu critique en 62. Comme des milliers d'autres personnes, j'ai assisté aux journées portes ouvertes des laboratoires de Chalk River le 6 août. Ce fut une journée merveilleuse. Les nouvelles installations étaient d'un grand intérêt, mais c'est la passion des personnes qui ont parlé de leur travail qui nous ont vraiment touchés, mon mari et moi.
la combinaison idéale d'installations durables modernisées et de scientifiques et de technologues passionnés et autonomes est de bon augure pour l'avenir. Les audiences des IGDPS à la fin mai ont été un autre exemple de l'expertise et du comportement professionnel de ACL et des LNC. J'ai suivi les audiences et j'ai été continuellement impressionné par la qualité et la préparation de l'information fournie en réponse aux questions du Conseil de la CCSN. La ville de Deep River avait adopté une résolution et écrit une lettre à l'appui de l'IGDPS, de sorte que le préfet Doncaster et moi-même avons pu présenter la position de Deep River le 5e jour. J'ai également lancé une pétition de la Chambre des communes en faveur de l'IGDPS et je suis heureuse de dire qu'elle a recueilli plus de 1000 signatures, ce qui nous a permis à notre député Gallant de présenter la pétition à la Chambre. J'ai également le plaisir d'annoncer qu'en 2021, la ville, les LNC et EACL ont signé un accord pour entamer un examen des paiements de ACL en remplacement de l'impôt. Les trois parties ont reconnu que, malgré des investissements substantiels sur le site, l'évaluation foncière n'avait pas augmenté ni suivi l'inflation. L'équité fiscale est très importante pour la ville, les résidents en payant une part toujours plus importante du fardeau fiscal. Malheureusement, le personnel de ACL impliqué a changé au fil du temps et le processus de réévaluation n'a pas été aussi transparent ni aussi fluide que nous l'aurions souhaité. Nous voulons que cette réévaluation soit résolue de manière juste et équitable pour toutes les parties dans les délais prévus par l'entente. Et j'espère que le conseil d'administration de ACL est également favorable à la nécessité d'une équité fiscale. En ce qui concerne l'avenir, la carboneutralité a besoin du nucléaire et je pense que les récentes conditions météorologiques extrêmes et destructrices dans le monde ont fait passer le message que le changement climatique est réel, qu'il est causé par les émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles et que le changement climatique non atténué ne peut être ignoré. Les émissions doivent être réduites. Je sais que vous êtes tous convaincus que le nucléaire est un élément important de cette solution énergétique propre. C'est pourquoi vous êtes peut-être un peu surpris par l'annonce faite par le gouvernement fédéral le 7 avril de l'octroi de 2,6 milliards de dollars en crédit d'impôt à l'industrie des combustibles fossiles pour financer des projets de séquestration du carbone. Ressources naturelles Canada souhaite également un investissement de 319 millions de dollars sur 7 ans dans la recherche, le développement et les démonstrations de technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone afin de faire progresser la viabilité commerciale. Je sais que le captage du carbone est très gourmand en énergie. Le bon côté des choses, c'est peut-être que les réacteurs SMR joueront à l'avenir un rôle dans l'alimentation des installations de captage du carbone et qu'il ne sera plus nécessaire de brûler encore plus de gaz naturel pour leur fournir de l'électricité. À mon avis, les décisions gouvernementales doivent vraiment avoir une conscience du carbone et j'encourage la CL à avoir cette conscience. Avec cette geste, le gouvernement de l'Ontario a récemment annoncé qu'il prolongeait la durée de vie de la centrale de Pickering jusqu'en 2026 et qu'il allait examiner la possibilité de la remettre à neuf. C'est une bonne nouvelle. Les changements politiques internationaux dans des pays comme le Japon et l'Allemagne font également revenir le nucléaire. J'encourage l'ACL à s'assurer que Ressources naturelles Canada continue de recevoir ce message de l'intérieur. À Deep River, nous avons récemment achevé un plan d'information communautaire pour le centre-ville, ce qui nous permet de nous associer aux propriétaires locaux et aux chefs d'entreprise qui souhaitent moderniser leur façade ou investir dans l'efficacité énergétique. Nous avons récemment fait appel à des architectes et à des urbanistes pour nous aider à rendre notre centre-ville plus durable et plus vivable, en réaménageant nos rues pour les rendre plus sûres ou nos trottoirs pour les rendre plus larges et enfin pour avoir des endroits où planter plus d'arbres. J'ai demandé où irait la Sénat. Nous planifions maintenant pour l'avenir et nous voulons que vous y participiez. Je peux imaginer que vous fournissiez de l'électricité propre à notre réseau local pour alimenter nos maisons, nos véhicules, notre aréna, notre piscine, notre hôpital et peut-être même pour alimenter une usine de séquestration du carbone, afin de nous aider à devenir une communauté nette négative. Le dernier concept que je veux mettre sur la table, et je suis sûre que n'est pas nouveau pour l'ACL, c'est d'obtenir une évaluation environnementale de classe pour ces réacteurs SMR et VSMR. Une fois que la technologie SMR est passée plusieurs fois par le processus d'évaluation environnementale, chaque installation ultérieure ne devrait pas avoir à subir une réévaluation détaillée de la technologie. La crise climatique est réelle et
une fois la sécurité prouvée, l'intégration des SMR et VSMR dans un processus d'évaluation environnementale de classe permettra leur déploiement au rythme dont le Canada a besoin pour atteindre la carboneutralité. Donc, si les évaluations environnementales de classe ne sont pas considérées, veuillez le faire. J'apprécie grandement les efforts de votre conseil et de votre personnel pour promouvoir et faire progresser l'innovation nucléaire afin d'ajouter de la valeur à la vie des Canadiens dans les domaines de l'énergie propre et de l'énergie nucléaire. Merci pour vos efforts. Bonne nuit. Merci, Maire Dion. Nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses de la soirée. Il y a des questions qui commencent à arriver, mais je profite de l'occasion pour rappeler à notre auditoire que vous pouvez soumettre vos questions en cliquant sur le lien Soumettre des questions sur l'écran de diffusion, sur le web, ou les envoyer par courriel à communication@aecl.ca. Bien sûr, avant cette réunion, nous avons donc eu deux questions, un individu et du Club Sierra. EACL m'a informé qu'il répondrait à ces deux questions par écrit, car ces soumissions contiennent de nombreuses réponses. Entre-temps, nous avons extrait des thèmes de ces soumissions et je vais les poser ici. La première est à Fred. Êtes-vous satisfait de la performance de ACL ces 7 dernières années? Merci pour cette question, Rhonda. Laissez-moi y répondre en plusieurs temps. Tout d'abord, une réflexion personnelle. Comme vous l'avez noté dans vos mots d'introduction, je suis actif dans l'industrie depuis 40 ans et j'ai interagi avec EACL pendant ces 40 ans. Donc, je suis très familier avec ce que faisait EACL donc, dans le passé et ce qu'elle fait aujourd'hui. Je dois dire que je suis très fière de ce que EACL a accompli au cours de ces décennies, mais je peux également vous dire que depuis 2015, l'allure des travaux effectués par EACL est vraiment impressionnant par rapport à ce qui se faisait antérieurement et également en termes absolus. Alors, je vais maintenant être plus spécifique par rapport à ces mesures objectives. Voilà donc d'abord d'un point de vue personnel. Alors, la manière dont EACL gère la performance des LNC, c'est donc avec un plan d'évaluation et de supervision, de suivi. Et ce plan détermine des objectifs clairs et des mesures de performance, de rendement très claires sur la base desquelles EACL mesure l'efficacité de la performance des LNC. C'est l'un des outils d'évaluation vraiment les plus approfondis et complets que j'ai jamais vus de toute ma carrière. Et cela me donne énormément de confiance que nous comprenons vraiment de manière approfondie en termes objectifs quelle est la performance des LNC. Enfin, la troisième mesure qui me donne confiance dans la performance des LNC, c'est que nous ne faisons pas seulement cette évaluation nous-mêmes, mais nous invitons d'autres de la communauté internationale à examiner pour eux-mêmes ce que font les LNC, quelle est leur performance. Et nous utilisons donc cette évaluation internationale pour informer notre compréhension de la performance des LNC. Donc une évaluation interne, une évaluation externe, et tout cela nous remplit de confiance euh, pour pouvoir affirmer que les LNC offrent une grande valeur ajoutée aux Canadiens. Merci, Fred. Notre deuxième question est la suivante. Est-ce que vous avez accéléré de par trop le processus dont vous avez parlé antérieurement? Oui, tout d'abord, alors, ce processus, c'est une demande d'expression d'intérêt. EACL a récemment émis donc 3 appels, un appel d'offres pour le prochain intervalle de contrat. Le contrat actuel avec les LNC expire en 2025. Après cette date, il nous faut un nouveau contrat
Afin de décider, en fait, nous devons entamer un processus qui nous permettra de décider qui sera chargé de gérer les LNC à l'avenir. Et le premier pas de ce processus, c'est de tester le marché, de nous tourner vers le marché pour voir qui est intéressé. Et nous utilisons donc ce processus d'expression d'intérêt à ces fins. Ce n'est pas un instrument qui nous engage pour un contrat quelconque, mais c'est le début du processus. Nous avons commencé ce processus de manière délibérée 3 ans avant la fin du contrat afin de nous donner une marge de manœuvre pour permettre aux intervenants d'intervenir dans le processus et pour permettre aux postulants potentiels qui souhaitent faire une soumission de se préparer à 100%. Nous voulons voir des soumissions de qualité et nous voulons savoir, de la part des intervenants, ce qu'ils aimeraient voir dans le contrat. Et bien entendu, nous souhaitons bien sûr, dans tout cela, travailler avec nos partenaires autochtones et nous assurer de refléter leur contribution également. Donc la réponse courte, c'est non, nous ne faisons rien trop rapidement. J'aurais dû commencer par là. Très bien, merci. Alors, question qui irait peut-être à Alistair. Le commissaire de l'Environnement et du Développement durable de la vérificatrice générale a publié son rapport. Vous y avez fait allusion dans vos remarques. Est-ce que vous pourriez parler de cette vérification et des recommandations données à EACL pour l'avenir? Et une autre question qu'on a reçue, c'est est-ce que vous allez arrêter le processus d'élimination des déchets tant que les problèmes ne seront pas résolus? Alors, merci pour ces deux questions. J'ai parlé de la vérification, de l'audit et des résultats et de ce que nous faisons à partir de ces résultats. J'en ai parlé dans mes remarques. Plutôt que de me répéter, je voudrais donner la parole à Alistair, qui peut donner plus de détails sur cette vérification et la manière dont nous y réagissons. Alistair. Merci Rhonda et merci Fred. Comme Fred l'a mentionné, il l'a dit au cours de ses remarques liminaires, je dois dire que ça a été un cheminement pour ce qui est de l'élimination des déchets. Et donc, nous nous félicitons du rapport du commissaire. Nous avons parlé des différents édifices et des différentes zones de gestion des déchets. Nous reconnaissons qu'il y a eu certaines erreurs dans la transcription de données sur papier à transcrire dans une base de données. Nous avons rectifié ces erreurs et je dois dire qu'un grand nombre des édifices sont très âgés. Et alors que nous nous préparons pour le déclassement, nous évaluons les bâtiments en fonction des différentes caractéristiques et les zones de gestion des déchets. Et je dois dire qu'avec le temps qui passe, notre évaluation des déchets est faite surtout par le passé, en tout cas pour protéger les travailleurs. Maintenant, nous passons à une étape où nous réfléchissons à tout le cycle de vie de nos projets de déclassement et nous nous centrons sur l'élimination, la préparation à l'élimination. Donc, il y a beaucoup plus d'efforts qui sont réalisés pour nous assurer qu'on ait la bonne information à notre disposition. Et nous allons continuer d'améliorer cela. Voilà, je crois que cela répond à la question sur les recommandations, sur les erreurs donc de base de données. Nous allons continuer de nous améliorer. Et puis d'autres aspects de cette vérification, certaines informations sur le déclassement seront rendues publiques au fur et à mesure. Nous aurons donc plus d'informations disponibles sur le site web de ACL et sur le site des LNC. Et nous ferons en sorte que ces informations soient plus accessibles, améliorer l'accès, de manière à ce que les gens voient clairement ce que nous faisons. Et nous allons également améliorer la fréquence de nos mises à jour concernant nos sites. Voilà, je prends la parole. Merci. Thank you both.
Merci à vous deux. Question suivante pour Jim et peut-être pour Fred. Jim, dans vos remarques, vous avez mentionné que le conseil d'administration se centre sur un plan stratégique mis à jour pour l'organisation. Est-ce que vous pouvez parler de son importance et du processus qui est en cours? Merci. Nous voulons maximiser la valeur du campus de Chalk River. Et certains pensent que notre activité est centrée sur la gestion du passif, alors que nous voulons participer à une transition vers une énergie propre et préparer également, et d'aider également à l'élaboration d'isotopes à des fins médicales. Donc, ce que nous voulons, c'est avoir une supervision complète et passer en revue quelles sont nos forces, nos faiblesses, quelles sont les occasions, quelles sont les menaces. Il s'agit pour nous de voir quelle est la meilleure contribution que nous pouvons apporter la meilleure valeur aux Canadiens et aux Canadiennes. Et nous sommes donc en train de travailler sur ce plan qui va être conclu le mois prochain et nous pourrons ensuite le mettre en œuvre. Thank you for that, Jim. And of course, I am. Oui, merci, Jim. Et je suis tout à fait d'accord. Et j'ajouterais la chose suivante. Pour ESL, pour moi, pour mon équipe, ce document, ce plan stratégique est un outil très important pour nous aider à communiquer avec les gouvernements, pour nous assurer que ce que nous faisons chez EACL soit aligné aux priorités gouvernementales et le soutien des gouvernements, de manière à ce que nous puissions aller de l'avant avec confiance et convaincus que nous serons soutenus dans nos efforts. Et c'est aussi un outil de communication très important avec le secteur et le public en général, parce que cela donne un horizon à long terme. Ça donne un aperçu de ce que nous considérons comme étant les possibilités et la manière dont nous pouvons y contribuer. Et pour moi, personnellement, avoir la possibilité de voir l'avenir, ça m'emballe. Et c'est une partie importante dans la mobilisation, l'engagement des gens et concernant les opportunités qui se présentent à nous. Donc, je suis très heureux de travailler avec le conseil d'administration. Le conseil d'administration nous fournit une orientation très utile pour pouvoir influer sur le plan stratégique. Merci, Fred. Question suivante pour vous et peut-être pour Steve. Pouvez-vous fournir une mise à jour sur la situation des petits réacteurs modulaires dans les sites de EACL? Merci, Rhonda. Ces SMR ou PRM nous donnent une occasion très importante. Ils représentent quelque chose de très intéressant. Ce que EACL propose en fournissant des sites potentiels pour faire des démonstrations de ces PRM et la possibilité d'apporter nos contributions techniques à ces petits réacteurs modulaires, ça permet aux LNC et à EACL de bien se positionner vis-à-vis de ces technologies. Alors, le Dr Bushby, Steve, a été un des leaders dans ce domaine et j'aimerais qu'il nous donne plus d'informations et qu'il nous fasse part de sa perspective. Merci, Fred. Comme Fred l'a mentionné, ce que nous voulons accomplir avec EACL et les LNC, c'est être un carrefour d'innovation en matière de petits réacteurs modulaires. Et c'est pour cela qu'il y a plusieurs activités qui sont en cours. Je l'ai mentionné dans mes remarques, avec le programme fédéral de sciences et de technologies, pour ce qui est du perfectionnement technologique et de la réglementation, et puis aussi un programme, l'initiative canadienne de recherche nucléaire, où on demande aux LNC d'utiliser leurs atouts pour travailler avec le secteur privé, pour faire avancer les technologies.
Et la chose la plus visible que nous faisons, je crois, et ça revient à la question qui a été posée, c'est le processus d'invitation à une démonstration. En 2018, les LNC ont lancé un programme pour lancer des invitations à venir sur leur site. Il s'agit d'un processus en 4 étapes qui est en cours. Nous le faisons depuis plusieurs années, mais si vous avez des idées de technologie à apporter, nous aimerions les entendre. Alors, dans ce processus à 4 étapes, il y a 4 entreprises qui participent. Starcore, Terrestrial Energy, New Battery aussi, qui ont participé au processus. Et j'y ai fait allusion dans les remarques. Il y a Global First Power pour le microréacteur qui doit être construit sur le site de Chalk River. Ils ont soumis leur demande de permis sur un site. Le site a été choisi. Pour vous parler d'un petit réacteur modulaire, le site est fait à peine plus d'un acre. Donc, c'est très différent d'un réacteur à grande échelle. Global First Power sont les demandeurs. Les candidats, je vous demande donc d'aller voir leur site web pour voir leur candidature et ils auront une audience pour avoir un permis au cours de l'année qui s'en vient et puis ensuite un permis de construction s'ils répondent à nos attentes pour avoir un réacteur de démonstration sur site d'ici la fin de la décennie. Une autre chose que je pourrais mentionner, et c'est une autre chose que EACL et les LNC peuvent offrir, c'est que nous avons CIDRA, c'est un acronyme qui veut dire donc les technologies qui sont associées à un petit réacteur modulaire. Donc un réacteur, c'est comme une bouilloire. Il bout de l'eau et il fabrique de l'électricité. Mais quand vous chauffez quelque chose, il y a différentes manières d'utiliser la chaleur. Et là, il y a vraiment l'avantage des PRM. On peut faire d'autres choses que de fabriquer de l'électricité. On peut chauffer les bâtiments et on peut, avec différentes technologies, produire de l'hydrogène qu'on pourra ensuite utiliser. Et il y a en fait un atelier la semaine prochaine sur la manière dont on travaille avec différents candidats pour ce type de technologie. Et on peut utiliser les PRM sur le site de Chalk River pour permettre cela. Merci Steve. Question pour Fred. Pourriez-vous donner plus de détails et être plus spécifique sur la manière dont EACL fait progresser la réconciliation avec les communautés autochtones? Merci beaucoup, Rhonda. Je voudrais commencer en parlant d'une des plus importantes initiatives que nous avons. Nous travaillons sur une entente de relations à long terme avec les Algonquins de Nquaquagan. Il s'agit de la première entente de ce type qui établira un modèle de par lequel on peut apprendre, donc en élaborant cette entente à long terme, que l'on pourrait ensuite appliquer à d'autres communautés autochtones. Ça ne veut pas dire que ce sera les mêmes ententes. Toute communauté autochtone est unique, chacune est unique et a ses intérêts. Mais en travaillant dans ce processus, je peux vous dire que nous apprenons déjà énormément. Et nous reprenons certaines de ces leçons dans la manière dont nous faisons nos activités. Vous avez entendu au début de cette assemblée que nous avons ouvert cette assemblée avec une prière et une cérémonie de foin d'odeur avec une des aînées algonquines, Amy Bailey, qui a mené cette prière. Et je peux vous dire que commencer un événement de cette manière, ça permet vraiment de nous mettre dans un état d'esprit. Ça nous permet de nous ancrer pour prendre en considération ce qui est important.
Et je trouve qu'il s'agit d'un processus très fort. Alors, maintenant, la manière dont on s'engage avec les communautés autochtones, eh bien, c'est par le biais d'ententes de relations à long terme. Et un de nos objectifs est de trouver des manières dont nos activités peuvent être mutuellement bénéfiques, aussi bien pour nous que pour les communautés autochtones. Et il s'agit de nous assurer que la manière dont nous travaillons protège suffisamment la terre, l'eau, l'air et les créatures qui vivent sur cette terre, en prenant en compte les connaissances traditionnelles. C'est quelque chose que nous n'aurions pas fait par le passé. Et donc, nous faisons les choses d'une manière très différente maintenant, et cela nous enrichit collectivement. Merci, Fred. Question suivante pour vous et peut-être pour Alistair. Quels sont les plans pour l'avenir pour les sites de Whiteshell et quel est le processus pour décider de ce qui sera fait de ce site? Eh bien, en attendant qu'Alistair vienne au podium, je pourrais dire que la première fois que je suis allé à Whiteshell, c'est quand j'ai intégré EACL. Whiteshell a fait beaucoup de travail de recherche et de développement. Et moi et mon personnel, quand je travaillais à Ontario Hydro, OPG, des recherches qu'on a utilisées donc chez nous. Mais je n'étais jamais allé à Whiteshell. Et je peux vous dire que quand j'y suis allé pour la première fois, j'étais vraiment frappé. C'est un site magnifique avec des routes, des lignes de transmission et des atouts, beaucoup d'atouts. Ce site a beaucoup de possibilités, mais je vais donner la parole à Alistair qui a passé beaucoup plus de temps à Whiteshell que moi pour qu'il nous donne sa perspective sur ce qui s'y fait. Merci Fred, et je suis d'accord. Whiteshell et la région de Pinawa, c'est vraiment un endroit magnifique et j'apprécie toujours d'y aller, de rendre visite. Alors, il s'agit d'assainir après le réacteur WR1 dont j'ai parlé. Il y a encore beaucoup d'autres bâtiments qui existent encore et on a la zone de gestion des déchets sur le site qui, comme Chalk River, contient des déchets qu'il faut gérer et qu'il faut éliminer correctement pour le long terme. Donc, on a ces choses-là à gérer et il y a autour du site une terre plus large, la terre que l'on dit qui n'a pas été touchée en quelque sorte, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, il s'agit maintenant d'assainir tout ce site et nous continuons sur notre engagement et notre relation avec les parties prenantes et les groupes des Premières Nations. Et alors que nous nous approchons vers l'assainissement de ce site, ce que nous voulons avec les LNC, c'est rechercher les contributions, les commentaires des parties prenantes. Nous avons un plan qui va être utilisé pour continuer et faciliter les discussions sur ce que nous allons faire des différents éléments de ce site. Vous recherchez les commentaires des collectivités de la région. Donc, il s'agit d'assainir ce site. On recherche les recommandations. C'est un superbe site dans une région magnifique avec une très bonne infrastructure qui se trouve autour et près de ce site. Et donc, nous recherchons les contributions des gens sur ce qui peut être fait de ce site alors que nous continuons de le nettoyer. Merci. Merci, Alistair. Ne partez pas parce que je vais vous revenir dans un moment. Question suivante. Le projet de Port Hope retient notre attention. Est-ce que vous pourriez parler de la situation en matière d'assainissement puisque ça prend plus de temps que prévu? Est-ce que vous pouvez nous donner des faits saillants à cet égard? Eh bien, oui, je pourrais le faire et je voudrais donner la parole à Alistair. Mais tout d'abord, je voudrais dire qu'on a vu un accomplissement important. Tout d'abord, le site de Port Granby qui se trouve juste à côté de Port Hope. Et d'ailleurs, je vis dans la localité de Port Granby. Je suis à Clarington, donc c'est très important pour moi et ça m'est très cher. Ce site
nous avons déplacé 1,3 million de tonnes de sol contaminé sur les rives du lac Ontario. Nous l'avons transféré dans un monticule artificiel que nous avons recouvert cette année. C'est-à-dire que nous avons achevé le projet d'assainissement de ces sols contaminés. C'est un accomplissement énorme parce que c'est le premier de ce type au Canada et cela ouvre la voie vers d'autres réussites pour l'avenir. Alors, pour parler de ces réussites pour l'avenir, je vais donner la parole à Alistair qui pourra donner plus de détails sur ce que nous faisons à Port Hope. Je dois dire que le travail que nous faisons à Port Hope est difficile. Nous faisons des progrès, mais nous rencontrons des défis. Et Alistair pourra en parler et parlera de la manière dont on pourra surmonter ces défis. Merci, Fred. Oui, encore un projet d'assainissement. Si vous êtes allé à Port Hope, vous savez que c'est une charmante localité et que nous sommes très heureux de pouvoir y travailler. Mais comme Fred l'a mentionné, il y a des défis. Ça prend plus de temps que ce qui était prévu au départ. Quand nous avons hérité de ce projet, quand nous avons assumé ce passif, nous n'avions pas compris pleinement l'envergure des problèmes que nous devrions surmonter. Dans l'entente d'origine, l'évaluation environnementale d'origine ne prenait pas en compte l'envergure du nettoyage et de l'assainissement nécessaire, en particulier les cours arrière, les jardins, les maisons des résidents. Et donc, que nous ayons à assainir plus de 1200 propriétés. Mais depuis que nous avons commencé les travaux sur ce projet, il y a eu des changements énormes. Fred a parlé de la fermeture de Port Granby et nous recevons des déchets. Nous continuons le travail à Port Hope. Nous avons fait du travail significatif dans la ravine de Strong Steep. Et si vous êtes dans le quartier du port, vous voyez qu'il y a des tas de changements, viaducs, etc., beaucoup de nettoyage qui sont faits. Et dans le port, vous avez peut-être vu certains des matériaux qui ont été retirés et le port est en train d'être reconverti comme dans un site de traitement de l'eau du port pour s'assurer qu'elle réponde à des normes acceptables. Donc, en fait, nous nettoyons le port des matériaux résiduels et nous draguons mécaniquement le port. Il s'agit donc de travaux de grande envergure et qui sont visibles pour toute la communauté. Alors, c'est vrai, ça a pris plus de temps que prévu. Nous continuons de travailler, de surmonter les défis que nous avons. Et nous avons commencé avec de petits sites et c'était avant la pandémie. Et c'est pour ça que nous avons pris du temps. Mais vous verrez que certains aspects, certains sites arrivent à l'étape d'achèvement maintenant. On va retirer des clôtures et on a retiré les leçons des problèmes. C'est vrai qu'il est difficile d'assainir ces sites et il faut trouver de meilleures manières d'assainir et de démontrer cet assainissement. Et je dirais que nous communiquons très publiquement sur les données. EACL communique bien avec la collectivité et écoute les préoccupations et les questions de la communauté. Et je voudrais mentionner que le 22 novembre, la CCSN aura une audience pour le renouvellement du permis des installations de Port Hope, ce qui vous permettra d'en apprendre plus sur le projet de Port Hope et des zones de préoccupation et les problèmes que nous devons surmonter
nous en parlerons, les LNC et EACL, au cours de cette audience. Donc, nous faisons beaucoup de travail pour faire évoluer ce projet et nous assurer que nous apprenons grâce aux problèmes que nous avons rencontrés au cours des 2 dernières années, alors que nous sortons maintenant de la pandémie. Alistair, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous avez fourni un aperçu très complet des problèmes qui se présentent à nous et comment nous les traitons. Mais je voudrais reconnaître le soutien et les conseils remarquables que nous avons reçus du maire de Port Hope, maire Sanderson, et leurs conseils que nous avons reçus pour nous aider à traiter de certains de ces problèmes. Ça a été vraiment un soutien inégalable pour nous permettre de progresser quelquefois dans des circonstances très difficiles. Merci. Nous avons reçu une autre question et je vais vous la poser, Fred. Est-ce que vous pouvez parler de l'approvisionnement de carburant pour le développement des PRM? Et il y a une capacité limitée en matière de carburant et donc ou de combustible, et comment est-ce que l'on peut assurer la sécurité de l'approvisionnement? Alors, merci pour cette question. Cette question, en fait, émane sans doute de la géopolitique actuelle et de la situation dans laquelle nous nous trouvons dans ce monde. Quand nous nous sommes tournés vers la voie de ces petits réacteurs modulaires, ces PRM, les PRM, il y avait beaucoup de conceptions qui avaient besoin d'uranium enrichi, l'uranium qui a une concentration naturelle de 0,25%. Il faut énormément enrichir cela pour arriver à 20%, et le plus gros fournisseur de ce type d'uranium est la Russie, et cet uranium enrichi. Et avec la guerre en Ukraine, ce que nous avions prévu d'acheter du combustible ou de l'uranium à la Russie, eh bien, cela est tombé à l'eau. Et cela vous montre que quand on dépend de l'énergie, il faut comprendre de quoi on dépend dans la chaîne d'approvisionnement et les pays d'où viennent cet approvisionnement. Et donc, nous devons traiter de cette question, de cet enjeu. Ce n'est pas un problème d'énergie existentielle, pas autant en tout cas que le gaz naturel en Europe, par exemple, mais il s'agit d'un problème sur lequel nous travaillons. Et Steve Bushby travaille là-dessus, et je voudrais l'inviter à nous faire part de sa perspective sur la manière dont on travaille sur le problème de cet uranium enrichi. Merci. Vous avez bien mentionné tout cela. Les petits réacteurs modulaires ont besoin de cet uranium enrichi. Nous avons déjà des réacteurs depuis longtemps qui utilisent de l'uranium enrichi, et je dois dire que pour ces PRM, il faut cet uranium enrichi et ce combustible, cette source de combustible n'existe plus, et EACL, avec avec les différents ministères, en particulier Ressources naturelles Canada, nous essayons de travailler avec des pays partenaires pour avoir accès à ce type d'uranium enrichi, pour assurer l'approvisionnement. Comme Fred l'a dit, ce n'est pas un problème existentiel, il y a d'autres manières de traiter de cela avec pour ces PRM, mais on peut résoudre ce problème d'approvisionnement d'uranium enrichi, du HE. Merci, Steve. Notre prochaine question s'adresse à Fred. Chaque jour, on entend parler de la sécurité des installations nucléaires en Ukraine, dans un état de guerre.
quels sont vos points de vue là-dessus, sur cette situation? C'est très difficile d'entendre les nouvelles aujourd'hui. On nous parle donc de ces usines nucléaires et de la menace euh, pose, que représente cela avec le conflit. C'est très difficile pour moi, effectivement, et je ne suis pas le seul à le dire. Les établissements nucléaires ne doivent pas être utilisés aux fins de la guerre. Ce sont des installations très vulnérables, il va sans aucun doute. Et j'applaudis vraiment les efforts des agences et du directeur général Grossi qui cherchent partout, à tout prix à minimiser le conflit autour de ces réacteurs nucléaires afin de garantir qu'ils ne soient pas menacés. Et à ce stade, nous espérons simplement que cette agence réussisse. C'est tout. Je n'ai malheureusement pas grand-chose d'autre à ajouter à cela. C'est une situation où, quand nous en serons arrivés au-delà de ce conflit, le monde devra vraiment se poser la question de comment c'est protéger ces réacteurs nucléaires afin qu'ils ne deviennent pas des atouts dans une guerre. Merci, Fred. Avant de passer à la dernière question, sachez que nous avons reçu beaucoup de questions par écrit concernant donc la consultation d'automne, l'appel d'expression d'intérêt, les consultations de ACL, et que ces questions trouveront toutes leurs réponses par écrit dans les jours à venir par le personnel de ACL. Ma dernière question s'adresse à Fred, elle est en 4 parties. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si je peux me souvenir de 4 parties. Donnez-les-moi une à la fois, peut-être. D'accord, première partie. Est-il possible que le Canada réalise ses objectifs de carboneutralité? Je crois qu'avec un effort holistique, collectif, où nous travaillons tous ensemble de manière systématique, c'est possible. Si chacun euh, fait ce qu'il a à faire de son côté et que ça n'est pas fait de manière systématique et collaborative, ça ne sera pas possible. Je vous dirais que de mon point de vue et de là où je vous parle, il y a vraiment une bonne volonté de travailler ensemble. Pour autant que la direction gouvernementale au niveau fédéral et provincial, et pour autant que la direction industrielle aussi s'attelle à travailler dans la même direction, je pense que nous y arriverons. Nous arriverons à bon port. Il est essentiel que nous collaborions, que nous créions une coalition multipartite. Je suis très encouragée par les initiatives comme le mémorandum entre 4 provinces qui se sont engagées à collaborer sur les PRM. Je suis très encouragée par les efforts du gouvernement fédéral visant à créer des tables rondes régionales afin de mieux comprendre les intérêts des régions et de développer une approche euh, pour le Canada. Mais nous devons en faire plus. Nous travaillons dans la bonne direction, mais ça ne suffit pas. Nous devons faire davantage pour nous assurer d'avoir la chaîne d'approvisionnement nécessaire afin de fournir donc toutes les nouveaux établissements qu'il faudra. Je veux dire par là pas simplement le matériel, mais aussi les ressources humaines. Et donc je pense que nous allons dans la bonne voie. Il reste bien des choses à faire, mais je pense que c'est réalisable. Merci, Fred. Je vais maintenant rassembler les 3 prochaines parties. Je suis sûre que vous allez y arriver. Tout d'abord, alors, est-ce qu'on peut réaliser la carboneutralité avec les PRM tout seul? Quel est le rôle de ACL et y a-t-il un rôle à jouer pour les CANDU? Écoutez, je crois dire comme faire pour répondre à votre deuxième question. Donc, est-ce que nous pouvons arriver à la carboneutralité grâce au PRM seul? Je dirais que le défi est si grand que si nous essayons de réaliser cet objectif avec un
petit nombre d'options, nous sommes bien plus vulnérables envers les risques qui seraient presque éliminés si on pouvait introduire d'autres options. Moi, j'aime le fait l'idée d'ajouter de gros réacteurs au mélange, car nous avons une bonne expérience. Si nous regardons par exemple les canaux, nous avons une grande expérience de la construction, de la euh, mise en œuvre, de l'opération des canaux à travers le secteur. Mais ce n'est pas forcément des canaux, des réacteurs canaux. Il y a, nous avons une grande expérience des gros réacteurs. Par contre, on n'avancera pas si on ne fait rien de nouveau non plus. On a besoin des BRM parce qu'ils offrent donc l'économie des multiples. La promesse d'avoir donc un investissement moindre en amont, des délais de construction moindres. Et puis on a cette économie des multiples qu'il y a lorsque on euh, peut préfabriquer ces réacteurs dans à une grande échelle. Alors, pourquoi ne pas faire cela? Pourquoi ne pas utiliser des technologies existantes à moindre risque ou à faible risque? Je veux dire d'un point de vue technologique. Les gros réacteurs posent de gros risques du point de vue de la gestion des projets. Et cela est bien connu. Cela se voit dans les réacteurs qui se construisent actuellement aux États-Unis, en Finlande, en France. Ils ont connu leurs difficultés, ces gros réacteurs. Et donc, nous savons que ce n'est pas facile de gérer un gros projet. Tout cela étant dit, le message de base pour moi, c'est qu'on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut vraiment, si on veut s'attaquer au changement climatique, il faut le faire sur tous les fronts. Il faut utiliser l'éolien, les autres renouvelables comme le solaire, euh, le fossile avec la capture du carbone et le captage du carbone et le nucléaire. Il nous faut tout cela. Alors maintenant, vous avez plus confiance en moi que moi-même. Je ne me souviens plus de la quatrième question. Est-ce que vous pourriez me la répéter ou me les répéter? Oui, les troisième et quatrième questions sont quel est le rôle de ACL et est-ce que les canaux peuvent jouer un rôle? Eh bien, j'ai sans doute répondu au rôle potentiel des canaux, mais je vais y revenir et puis parler donc du rôle de ACL. Le rôle potentiel des réacteurs canaux, eh bien, ce que j'ai entendu haut et clair ces dernières années, et notamment lorsque j'étais encore opérateur, c'est qu'il nous faut trouver une façon euh, de faire pour que les réacteurs CANDU soient plus faciles et moins chers à opérer. Ils ont besoin de beaucoup de pièces et de beaucoup de personnel pour les administrer. Il faut trouver des façons donc de faire pour les construire à moindre coût et les entretenir à moindre coût. Mais ils ont un meilleur rapport qualité-prix que d'autres technologies. Et sachez aussi que donc même si donc à certains égards ils sont plus chers, ils l'emportent dans d'autres domaines où aucun autre réacteur ne peuvent euh, être compétitifs. Par exemple, ils peuvent produire des isotopes médicaux. C'est là une solution parfaite pour cette application-là. Et ne vous y détrompez pas, le monde aura besoin de plus d'isotopes médicaux à l'avenir que jamais auparavant parce que nous vivons plus longtemps, mais nous risquons donc davantage de souffrir de cancer et donc nous aurons besoin de davantage d'isotopes médicaux. Le monde on aura besoin donc. Et les réacteurs CANDU proposent des avantages certains au niveau de l'uranium pur plutôt qu'enrichi notamment. Donc ce n'est pas que du négatif, que du positif. Chaque client devra évaluer si oui ou non les réacteurs CANDU répondent à leurs besoins ou pas. Donc ce n'est pas une taille unique, ce n'est pas une solution unique, les réacteurs CANDU sont les meilleurs, oubliez tout le reste. Non, il faut tenir compte de ces considérations. Parfois, les réacteurs canaux sont la solution, parfois non. Maintenant, quel est le rôle de ACL? Eh bien, comme
on l'a décrit tantôt, ce que nous faisons avec EACL pour permettre au PRM et à d'autres technologies nucléaires d'avancer, c'est une chose. Il a parlé donc de l'initiative scientifique nucléaire de Cedar Park, du processus que nous utilisons pour mettre nos sites à disposition pour des réacteurs de démonstration. Il a sans doute parlé d'autres choses aussi, sans doute, mais je ne reprends ici que l'essentiel. Voilà donc un exemplaire, un exemple de ce que fait EACL via les LNC. Et je souhaite ici vraiment saluer les LNC, car tout se fait via eux. Ce n'est pas EACL qui agit, ce sont les LNC. Merci pour cette réponse. Ladies and gentlemen, we have arrived at the end of our yearly assembly. In name of the staff of EACL and our invited speakers, thank you for having been with us this evening. Nous sommes arrivés à la fin de la soirée. Au nom du personnel de EACL et de nos conférenciers invités, je vous remercie de vous être joints à nous ce soir. Si vous avez soulevé une question et que vous n'avez pas reçu de réponse verbale, vous recevrez une réponse écrite de la part du personnel dans les prochains jours. If you have submitted a question, restez assurés que vous recevez quelque chose par courriel dans les jours qui suivent. Merci. Bonsoir. Stay safe. Soyez prudents. Merci. bonne soirée.